Vous le savez, je ne suis militant d'aucun parti politique. Dans quelques jours, je serai confronté, comme vous, à l'élection présidentielle. Comme vous, j'aime mon pays. Et si j'ai décidé aujourd'hui de vous dire 2 ou 3 choses sur Raymond Barre, c'est que j'ai observé depuis quelques semaines le débat politique. J'y vois beaucoup de politiciens, de mauvais acteurs pour la plupart. J'entends beaucoup de promesses, mais je n'ai trouvé qu'un homme vrai, qui ne fait pas de concessions au look, qui ne promet pas la semaine des 4 jeudis, ne tente pas d'hypnotiser ses compatriotes. Cet homme, c'est Raymond Barre. Un homme vrai, et j'en suis sûr, un homme d'État, comme pouvait l'être le général de Gaulle. Je voyage beaucoup. Je sais que l'avenir sera difficile pour mon pays. La Chine, le Japon, les États-Unis et encore plus près l'Allemagne et l'Italie sont devenus très forts pour nous. On a besoin d'un leader solide, énergique, un homme comme Raymond Barre, qui est respecté et écouté partout à l'étranger. On dit souvent de tel ou tel candidat depuis quelques jours, c'est un bon candidat. Il fait une jolie campagne. Mais ce qu'il faut à notre pays, je crois, ce n'est pas un champion de campagne électorale. C'est un président, un grand président. Voilà pourquoi je vous demande d'écouter maintenant Raymond Barre répondre aux questions de Philippe Vasseur. Il va vous dire comment concrètement il compte guérir la maladie du chômage, simplifier notre fiscalité et baisser la TVA. Écoutez-le bien. Le 24 avril prochain, quand vous placerez votre bulletin dans l'urne, je sais que vous penserez à l'avenir, et surtout à l'avenir des jeunes. Mais en votant pour Raymond Barre, une chose est sûre, vous penserez d'abord à l'avenir de la France. Philippe Vasseur, c'est à vous. Monsieur Raymond Barre, pour l'élection présidentielle, nous devons penser à l'avenir. Et il y a une question aujourd'hui que se posent les Français sur leur avenir. Si nous ne devons en retenir qu'une seule, c'est celle-là, le chômage. Certainement. Et en même temps que nous pensons à l'avenir, nous devons considérer une mesure immédiate. C'est celle qui doit être prise en faveur des fins de droit, en faveur de toutes ces personnes qui, aujourd'hui, ne disposent plus des ressources nécessaires pour survivre. J'ai, en février 1981, créé l'allocation de fin de droit. Il y en avait 15 000. Aujourd'hui, il y en a 600 000. Je crois qu'il faut prendre de manière urgente des mesures tendant à attribuer une aide personnalisée, décentralisée, adaptable à chaque situation, à ceux qui ont à faire face aux épreuves nées de la perte de leur activité. C'est un engagement que je prends. Alors là, vous apportez une solution immédiate. C'est le problème immédiat. À des cas pathétiques, à des situations dramatiques, mais pour le reste, pour la suite, il faut offrir la possibilité de trouver des emplois, de créer des emplois. Alors, peu de gens en parlent aujourd'hui. C'est un débat qui est absent, un débat de fond qui est absent de notre campagne. Pourquoi ce vide? C'est vrai. On entend les gens dire les gouvernements de droite ont échoué avant 81. Après 81, les gouvernements de gauche ont échoué. Aujourd'hui, nous n'avons qu'à nous satisfaire du traitement social du chômage, les petits boulots, les TUC, les autres formules d'emploi précaires. Nous allons vivoter comme cela. Je crois que nous ne devons pas nous résigner. Le chômage n'est pas une fatalité. Le chômage est lié à un certain nombre de causes internationales et nationales, mais ce n'est pas une fatalité à condition que l'on fasse la politique qui convient. Oui, mais M. Barre, vous avez été, comme on dit, aux affaires, vous avez été Premier ministre pendant 5 ans, et de votre temps, il faut le reconnaître, la situation n'était quand même pas tout à fait rose. Je ne le nie pas, je ne le nie pas. Le nombre des demandeurs d'emploi a doublé de 1976 à 1981. Mais j'avais à faire face à 2 chocs pétroliers. Et vous savez que sous le gouvernement dont j'étais le Premier ministre, il y a toujours eu en France un accroissement du nombre d'emplois créés. Les demandeurs d'emploi ont augmenté, parce qu'il y avait 225 000 jeunes qui arrivaient à partir de 1977 tous les ans sur le marché du travail. Mais l'économie française continue à créer des emplois. Elle n'en créait pas suffisamment, mais elle en créait. 146 000 de 1976 à 1981. Alors que depuis 1981, la France a perdu des emplois. Il n'y a plus de création d'emplois. Et à l'heure actuelle, il n'y a pas de création d'emplois en France. C'est ce point qui est le plus préoccupant. Alors, voyons ce qui se passe à l'étranger. Est-ce que l'on crée des emplois chez nos partenaires européens? Un témoignage, celui de Bernard Bosson, ministre chargé des Affaires européennes. Regardons autour de nous. Le nombre des emplois en Europe a retrouvé son niveau le plus élevé depuis la guerre. En 5 ans, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie ont réussi à créer plus de 2 millions d'emplois. Quelle différence avec notre pays? La comparaison permet de mesurer réellement les conséquences des années Mitterrand.
Comme ministre chargé des affaires européennes, j'observe ce qui se fait ailleurs. Partout, il y a priorité à la formation des hommes, à l'investissement, au dialogue social. Alors il y a un contraste. Pourquoi ne fait-on pas en France ce qu'on réussit ailleurs en Europe? Eh bien, on n'a pas fait les politiques nécessaires. Et vous avez entendu le ministre Bosson qui vient d'insister sur deux idées essentielles. D'une part, la formation des hommes, d'autre part, la compétitivité des entreprises. Alors la formation des hommes d'abord, et à nouveau je vous propose d'écouter deux témoignages. Le témoignage d'une jeune et le témoignage d'un chef d'entreprise ensuite. Formation de secrétaire de direction, j'ai passé un BTS bilingue. Je n'ai pas mis longtemps pour trouver du travail, nous en 10 minutes c'était fait. Le diplôme a été très important pour trouver du travail, c'était déterminant. Nous avons toujours les mêmes problèmes, c'est le problème de main-d'œuvre. Nous n'avons jamais trouvé jusqu'à aujourd'hui de la main-d'œuvre qualifiée ou non qualifiée. Je n'arrive pas à comprendre, on m'annonce qu'il y a 3 millions de chômeurs. Et jusqu'à présent, je n'avais pas réussi à avoir un seul ouvrier. Alors, une jeune qui trouve du travail très facilement, un chef d'entreprise qui ne parvient pas à recruter, la formation, c'est une des clés du système. Et on tire de ces deux interventions le contenu de la politique à mener. Il faut une grande politique de la formation professionnelle liée à l'éducation. Qu'est-ce que cela signifie? En premier lieu, développer l'apprentissage. 200 000 apprentis en France, 1 million d'apprentis en Allemagne fédérale. Il faut doubler le nombre des apprentis sur les 5 ans à venir. 200 000 à 400 000, peut-être 500 000 apprentis. C'est un effort à accomplir. Deuxièmement, il faut qu'il y ait une cogestion du système de formation professionnelle par l'État et par les entreprises. Le rôle des entreprises est décisif en la matière. Troisièmement, il faut des incitations, comme le crédit d'impôt formation ou l'épargne formation, de manière à permettre aux entreprises et aux particuliers de disposer des ressources nécessaires pour la formation. Voilà, je crois, les éléments de base d'une politique de la formation. Alors une fois que l'on a des jeunes bien formés, il faut qu'ils trouvent des emplois. Et pour cela, il faut qu'il y ait des emplois dans les entreprises, que l'on crée des entreprises, qu'on les développe, qu'on les transmette. Alors à ce sujet, vous avez réuni plus de 5000 chefs d'entreprise au mois de décembre dernier. C'était une grande opération, on n'avait jamais fait ça. Je souhaite aujourd'hui que nous puissions résumer ce que pensent les chefs d'entreprise à travers ces 3 témoignages. Nous avons investi dans l'innovation et les produits nouveaux, et pour la première fois depuis le début de la crise, dans un outil de production entièrement nouveau et révolutionnaire. Si vous n'innovez pas, vous reculez. Et pour vendre et satisfaire des clients, il faut constamment sortir des produits nouveaux. Aujourd'hui, il faut créer des emplois et seule l'entreprise est capable de créer des emplois. Nous avons les hommes, les chercheurs, les créateurs. Mais nous devons récupérer le marché intérieur et extérieur et pour cela, devenir compétitifs par rapport à nos voisins allemands, italiens et anglais. Il faut une grande réforme fiscale, un soutien à l'investissement matériel, immatériel et surtout, faisons confiance aux chefs d'entreprise. La création d'entreprises, voilà le véritable traitement économique du chômage. Un emploi sur 2 nouvellement créé est le résultat de la création d'une entreprise nouvelle. Et je crois qu'aujourd'hui, ceci correspond à une profonde aspiration des Français, une transformation culturelle de notre pays, puisque plus de 5 millions de Français souhaitent créer leur entreprise et que 700 000 d'entre eux ont un projet précis de création d'entreprise à moins d'1 an. Voilà pourquoi, je crois, il faut vraiment mettre le paquet, oui, le paquet sur la création d'entreprise. Alors, Monsieur Barre, on met le paquet sur l'entreprise? Oui, vous avez évoqué ce colloque Réelle Entreprise. C'est en discutant avec les chefs d'entreprise que je suis arrivé à définir les grands axes d'une politique pour l'entreprise. D'abord, la création d'entreprises, simplifier les formalités et donner des avantages fiscaux à ceux qui créent les entreprises. Exonération de l'impôt sur les sociétés pendant 5 ans. Deuxièmement, il y a une aide à apporter aux entreprises existantes pour qu'elles se développent. Alors, qu'est-ce qui est indispensable? Les charges d'abord. Il faut stabiliser les charges et progressivement les réduire. Voilà pourquoi je considère qu'il faut réformer la taxe professionnelle et je souhaiterais le faire avant la fin de 1988. Plafonner la taxe professionnelle à 3% de la valeur ajoutée et modifier les mécanismes de la taxe professionnelle de manière à ne pas pénaliser les entreprises qui embauchent et les entreprises qui investissent. Voilà pour les charges. Ensuite, il faut inciter les entreprises à investir, à faire de la recherche,
à développer leur réseau de distribution à l'étranger. Le triptyque, c'est formation, investissement, recherche, innovation. C'est comme cela que nous pourrons donner à nos entreprises la compétitivité. Et enfin, il y a la transmission des entreprises. Nos chefs d'entreprise vieillissent. Il faut que des jeunes puissent reprendre les entreprises. Or, les droits de succession ou les droits de transmission sont élevés. Il faut donc aménager ces droits pour permettre à nos jeunes de reprendre des entreprises. Et pour cela, il faut apporter certaines modifications juridiques ou fiscales. Et par exemple, en ligne directe, pourquoi ne pas exonérer de droits de succession l'héritier qui reprend l'entreprise et qui garde l'entreprise dans son patrimoine? Autrement dit, les impôts aujourd'hui, ça ne va pas. Remarquez, c'est ce que pensent les Français. Je vous propose de les écouter, d'écouter les témoignages qui vont vous montrer qu'en matière fiscale, il y a à faire. De la concurrence de nos voisins, notamment de la Belgique, parce qu'il y a une différence importante de tarification. Les prix hors taxe sont plus faibles en Belgique qu'en France et la TVA est plus faible également. Ces deux facteurs nous font déjà concurrence. La fiscalité directe et indirecte, aujourd'hui en France, est mal adaptée. C'est un frein important de motivation. Pourquoi travailler plus pour gagner moins? Et j'ai d'ailleurs envisagé de partir à l'étranger, et en particulier aux États-Unis, pour trouver là-bas une possibilité professionnelle et salariale qui permette de mieux m'exprimer. Pour l'artisanat, la fiscalité est lourde. En plus, le coût de la TVA, les clients acceptent avec difficulté de voir en bas de leur facture 18,6% en plus. On a l'impression que c'est tout le système des impôts qu'il faudrait changer en France. Est-ce que c'est faisable? C'est la raison pour laquelle je ne parle pas de mesures ponctuelles en matière de fiscalité. Je crois que nous devons modifier globalement notre fiscalité. Ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais il faut avoir une perspective et il faut s'y tenir résolument. Qu'est-ce que j'ai proposé? J'ai proposé premièrement que nous harmonisions notre TVA avec nos partenaires étrangers. Nos taux de TVA sont trop élevés. Ils sont trop nombreux et ils sont trop élevés. Si nous diminuons la TVA, nous allons donner du pouvoir d'achat aux revenus, notamment aux revenus modestes. Et nous allons améliorer la situation de nos entreprises. Croyez-vous que le gouvernement, au mois de décembre dernier, quand il a diminué la TVA sur les entreprises, a fait cela uniquement que par inspiration céleste? Sur les automobiles. Sur les automobiles. Deuxièmement, il faut, en matière d'impôt sur les sociétés, mettre nos entreprises en état de concurrence avec leurs partenaires étrangers, parce que les entreprises étrangères voient baisser le taux d'impôt sur les sociétés. Les sociétés pourront ainsi innover, investir, elles disposeront de plus de ressources propres, elles s'endetteront moins. Et en troisième lieu, il faut tenir compte du taux de l'impôt sur le revenu qui peut décourager ceux qui travaillent, ceux qui investissent, ceux qui épargnent. Car c'est cela qu'il faut encourager. Il faut éviter la fuite des cerveaux, comme en Grande-Bretagne, sous le gouvernement travailliste, comme en Suède. Et c'est en modifiant la répartition de l'impôt sur le revenu qui est concentrée aujourd'hui. 15% de Français payent 65% de l'impôt sur le revenu. Il faut modifier cette répartition de l'impôt sur le revenu et faire en sorte que ceux qui travaillent, qui investissent, qui entreprennent, puissent bénéficier du rendement de leur activité. On voit bien le fil conducteur de votre politique économique qui est une politique pour l'emploi. Mais vous êtes un homme qui ne fait pas beaucoup de promesses, en tout cas pas de promesses à la légère, quelquefois on vous le reproche même d'ailleurs. Mais enfin, vous ne dorez pas la pilule aux Français, si vous me permettez cette expression. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous demander de promettre quelque chose, si vous le pouvez, car on sait que quand vous promettez, vous tenez. Est-ce que vous pouvez promettre que si vous êtes élu, le chômage diminuera en France? Écoutez, je ne fais pas de promesses. Je prends des engagements. J'ai indiqué un certain nombre de mesures précises. J'ai regardé ce qui se fait à l'étranger. Je crois que nous pouvons mettre en œuvre une politique qui va conduire à la réduction du nombre des demandeurs d'emploi et qui va permettre à l'économie française de créer de nouveau des emplois. Voilà l'engagement simple et clair que je prends.